Voilà, il est 19 heures. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus dans mon salon. On va parler d'éco, on va parler surtout de formation, on va parler d'emploi, on va parler d'aujourd'hui, mais on va aussi parler d'avenir avec mon invité d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Patrice Ozemery. Comment ça va bien, Patrice? Ça va très bien, merci. Voilà, alors Patrice, il est directeur de l'AFPA à Limoges, hein. Il y a deux sites, il va nous en parler. Il y a le site de Limoges-Babylone et Limoges-Romanée. Hein, donc l'AFPA, tout le monde le sait, même si Patrice va nous faire une présentation un peu plus précise. C'est un opérateur historique de l'AFPA, de la formation. C'est un opérateur, je dirais, historique. Il nous en parlera sans doute, mais j'allais dire du service public de l'emploi. En tout cas, ça a été le cas pendant très très longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle toujours du service de l'emploi ou pas? Je sais pas. Moi, j'ai quitté la formation il y a assez longtemps. Avec lui, on va essayer de voir comment tout ça fonctionne. Je vais lui poser des questions aussi parce que j'ai par moment la sensation que la formation disparaît du paysage. Alors, est-ce que c'est plus difficile de rentrer en formation, ou alors est-ce que c'est moi qui regarde pas forcément les bonnes informations? Bref, encore une émission que j'espère extrêmement intéressante. Alors je vais vous donner quelques petites règles, hein, parce que vous le savez, il y a quelques règles. Déjà, j'ai mauvais caractère, donc vous pouvez poser des questions, hein, vous vous mettez sur internet et vous posez vos questions. Bien évidemment, c'est une émission qui est censée être constructive, qui est censée être bienveillante. Donc si c'est pour dire que vous avez fait une formation à l'AFPA et que c'est pourri, ben ça m'intéresse pas trop, vous voyez, parce que j'en parlerai pas de cette question. Vous pouvez faire des propositions, vous pouvez. Moi aussi, j'ai fait des formations, j'ai même été formateur et par moments j'ai été extrêmement mauvais. Mais ça n'apprend rien à personne. On est là pour essayer de faire des propositions, on est là pour essayer d'apprendre des choses. Donc je compte sur vous. Bien évidemment, je sais qu'il y a des gens qui regardent régulièrement. Je compte sur vous aussi pour nous dire si l'image ça va et si le son ça va bien. Un petit mot perso, Sylvia, la plante, ça va pas mal. L'autre est vraiment cachée, hein. Voilà, mais sinon j'en ai une autre qui est en train de mourir. Et puis voilà, on va commencer. Allez, Patrice Ozemery. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans cette émission, il y a une sorte de tradition. C'est que moi, je voulais savoir un petit peu d'où arrive Patrice Ozemery, non pas le directeur de l'AFPA, mais le citoyen. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Et puis, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Parce que j'imagine que tu voulais pas être directeur de l'AFPA quand tu étais petit. Bon, celle-là, elle n'est pas du tout préparée, Et non. Bruno, hein. Je te remercie. Alors moi, je suis un Aridien. Je suis un Aridien presque un cul noir parce que je suis né à Limoges. Mais le temps que mes parents reviennent sur Saint-Thirier, je suis de Saint-Thirier depuis. Voilà, ce qui me caractérise déjà. Je n'ai pas quitté Saint-Thirier, même si j'ai travaillé sur Bordeaux, sur Périgueux, sur l'ex-Aquitaine, on va dire. Et puis, ce que je voulais faire quand j'étais petit, je me suis pas préparé, je sais pas trop. Je dirais pompier, mais comme j'ai un peu le vertige, ça m'a vite passé. Voilà. Et comment on devient directeur de l'AFPA? Alors, mon parcours, rapidement, c'est Ouais. simplement une quinzaine d'années en cabinet d'expertise comptable. Je suis de formation comptable. J'ai un bac plus 2 de compta, en fait. D'accord. Et j'étais particulièrement intéressé dans le cabinet comptable par ce qu'on appelait le service social, c'est-à-dire le droit du travail, pour faire vite. Ouais. Ensuite, je suis parti dans l'industrie de la porcelaine. J'y ai passé 4 ans et demi comme DRH et comme DAF. Et comment on rentre à l'AFPA? Parce qu'à un moment donné, on cherche du boulot. Et que j'ai été attiré par une offre d'emploi sur Périgueux, sur Boulazac exactement, comme responsable de gestion. Voilà comment je suis rentré à l'AFPA en 2002, fin 2002. Et puis depuis, ben, j'ai travaillé sur Périgueux, comme je te le disais, sur Bordeaux Codéran, sur Bordeaux un peu plus large d'ailleurs, et aujourd'hui sur Limoges. Voilà. Eh oui, ben comme quoi, tout le monde peut devenir directeur de l'AFPA. Regarde, c'est un parcours assez simple. C'est pas du tout pour rabaisser Patrice. Il a un parcours très, très intéressant, mais ça nous change un peu. Voilà. Jusqu'à présent, on avait des gens qui avaient des masters, des machins, qui avaient été à l'école jour et nuit, sans jamais se reposer. Là, bien sûr, il a été à l'école. Mais moi, ça me plaît, ces parcours-là, un peu sur le terrain. Vous voyez, il commence par apprendre un métier, il voit une opportunité, il y va. Et puis aujourd'hui, il est directeur de l'AFPA. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Alors, Patrice, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de l'AFPA en général? Qu'est-ce que ça signifie l'AFPA aujourd'hui?
on redescend un petit peu vers l'AFPA Nouvelle-Aquitaine. C'est important parce que ça fait partie de ces organismes qui font partie d'une entité. Et là, il y a une véritable entité régionale, hein, l'AFPA Nouvelle-Aquitaine, pour en arriver un petit peu à l'AFPA Limoges. On va pas y passer des heures, mais dresse-nous un peu le portrait de cette institution. Merci. Donc l'AFPA est une agence, c'est une agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui est un établissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017, qui est propriétaire de ses bâtiments, de son foncier, et qui compte aujourd'hui, qui est le premier opérateur français de formation. Je me suis pris quelques notes, je les regarde quand même pour pas oublier, mais des chiffres, on pourrait faire 2 millions de chiffres, mais un actif sur 8 est passé à l'AFPA au cours de sa vie à un moment donné, donc c'est quand même quelque chose qui est bien ancré en France, hein, les centres AFPA sont présents partout en France, sur tout le territoire. Puis ensuite, on a une activité à l'AFPA qui n'est pas du tout calée sur les calendriers, sur les activités scolaires. On travaille tout au long de l'année, pour être clair. Donc, on a des entrées tout au long de l'année dans nos formations. C'est environ 3400 formateurs. C'est effectivement toujours un membre du service public de l'emploi. Nous sommes plus que jamais membres du service public de l'emploi. Qui il y a dans le service public? Juste pour les gens, il y a la directe. Il y a la directe, il y a bien entendu Pôle emploi. Oui, bien entendu. Il y a les missions locales également. Il y a Cap emploi. Il y a Cap emploi. D'accord. On va dire que ce sont les institutions publiques, la puissance publique au service de l'emploi. Voilà. Donc nous sommes membres du SPE. Et puis, pour terminer, nous avons également une offre qui n'est pas qu'une offre de formation. Ça nous caractérise vraiment aujourd'hui. Ça l'a toujours été avec nos restaurants qui existent encore. On a un restaurant général sur chaque centre. On a un hébergement dédié aux stagiaires, et pas que d'ailleurs. Et puis, on a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement dont je parlerai plus loin, mais qui sont complémentaires. Alors, on va en parler. Merci pour cette présentation. Alors d'abord, je voulais remercier, je vois tout le monde là, Sylvie qui est là, Walter, Sylvia, il y a du monde qui regarde. Par contre, je suis un peu inquiet, Walter me dit qu'il n'a plus de son. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Voilà, moi j'ai pas d'informations comme quoi il y aura un problème. Attendez, juste je vais noter un message. Dites-moi si vous nous entendez, et puis on va continuer, hein, on va faire comme s'il y avait du son. Allez, tac. Dites-moi si vous nous entendez. Ok. Alors, on va continuer. Donc, tu disais, l'AFPA, effectivement, hein, moi, ça me surprend pas, ces chiffres. L'AFPA, c'est quelque chose de complètement historique. Hein. On a toujours l'impression que quand quelqu'un a fait une formation, il est passé par l'AFPA. Alors, il y a d'autres centres, hein, forcément. Il y a d'autres... bon, mais il y a quelqu'un... Merci, Sylvie, qui nous dit qu'elle entend bien. Donc, Walter, deux possibilités. Soit il est temps de passer au nettoyage des oreilles, soit, Walter, il faut que tu achètes un autre ordinateur. Et Sylvia aussi entend bien, donc on est tranquille, c'est Walter qui n'entend rien. Alors, on va rentrer dans le concret, où on le disait, tu diriges 2 centres à Limoges, hein, à l'AFPA Limoges Romanée et Babylone. Quand on parle de ces centres, de façon assez générale, on parle de quel type de formation? Je voudrais qu'on commence par la formation qualifiante, c'est le cœur de métier, hein, de l'AFPA. Qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement chez toi? Alors, juste un tout petit mot pour terminer mon propos de tout à l'heure, parce que j'ai fait une présentation générale de l'AFPA, oui, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l'AFPA, ce sont 17 centres de formation qui sont répartis là aussi sur tout le territoire. C'est une offre de formation qui est modularisée, ce qui permet d'échelonner des entrées tout au long de l'année. Ça, c'est très important. Et il faut savoir qu'à peu près 50% pardon, des modules sont adaptés au compte personnel de formation. Voilà. Donc, c'est aussi pour dire que l'AFPA a vocation à travailler au service, bien entendu, des demandeurs d'emploi,
mais également d'autres publics, des entreprises, des personnes qui veulent se reconvertir en activant d'autres financements. Donc, il y a plusieurs possibilités, bien entendu. Voilà, donc déjà au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près ça. On a une double mission, l'accès et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, des personnes qui recherchent du travail, et aussi la promotion sociale des salariés qui veulent monter en compétences, et puis répondre aux besoins des entreprises qui ont besoin de qualifier et de faire monter en compétences leurs salariés. Pour Limoges, alors Limoges, j'ai pas trop besoin du papier, j'ai pas besoin du papier. Ouais. Limoges, on a 2 sites effectivement, un site en zone industrielle à Romanée, qui est, on va dire, le plus gros des 2 sites de production de formation qualifiante, ouais. Et un site qui se trouve à Babylone et qui lui embarque un certain nombre de dispositifs et de partenariats et qui lui est plus facilement accessible, on va dire, par les bus. Ouais. Malheureusement, sur Romanée pour l'instant, on n'est pas très bien. C'est pas qu'on n'est pas bien desservi, mais il n'y a pas énormément de bus dans la journée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour te répondre au niveau des formations qualifiantes? On a plutôt une offre assez complète, une 50aine de formations qualifiantes, de niveau, alors je vais parler comme ça pour être plus clair, CAP, Bac plus 2, ouais. 3, 4, 5, bon. Dans le bâtiment, alors dans le bâtiment, grosse œuvre, de la maçonnerie du bâti ancien, couvreurs-zingueurs, je viens d'oublier, les charpentiers bois, etc. Le second œuvre, on trouve évidemment les électriciens, les plombiers chauffagistes, on trouve les plaquistes, les carreleurs, j'en oublie beaucoup, mais on a à peu près une offre complète, les agents d'entretien du bâtiment, les électriciens, etc. Ensuite, dans l'industrie. Alors, dans l'industrie, on a une offre qui va de l'usinage, en passant par le soudage, les agents de fabrication d'éléments métalliques, pardon. On trouve également des mécaniciens, alors ils sont classés dans l'industrie, des mécaniciens sur les matériels agricoles, voilà, gros matériel et puis matériel d'espace vert. Des techniciens de maintenance sur les chaudières, sur le froid industriel, etc. Et puis, on trouve aussi des techniciens qui font la maintenance d'électroménager. Voilà, donc c'est assez varié. Et au niveau du tertiaire, pour terminer, tous les métiers du tertiaire bureautique, pardon, les comptables assistants, les formateurs pour adultes, on a aussi des assistantes de vie aux familles, enfin le panel est très large, on a 50 formations. Ça représente combien à peu près de personnes sur les 2 sites là? Aujourd'hui, vous accueillez combien de personnes? On va dire qu'on est à peu près 90 salariés sur tous nos dispositifs, ouais. Et un petit peu plus, et on accueille en formation qualifiante autour de 600 personnes. Je pense qu'on devrait en accueillir un peu plus, même j'en suis certain, dans les mois qui viennent, puisque on vient de remporter un certain nombre de lots, de commandes. Ouais. Voilà, donc on va dire on est autour de 700 personnes en étiage normal, habituel, c'est quand on remplit nos formations qualifiantes. Et puis ensuite, si on compte les autres dispositifs, on va avoir environ 150-200 personnes de plus. Ouais, on est aux alentours de 900. Oui, aux alentours de 900 personnes sur les 2 sites. Très bien. Alors, Patrice, attention quand même, parce que ce soir, on a la grande chance d'avoir Sylvie qui est de Corse. Alors, le son porte bien, et je crois qu'elle n'est pas inconnue. Non. Voilà, elle n'est pas inconnue, sache-le, elle est là, je la vois. Visiblement, elle est bien installée, elle entend bien, tout va bien. Bien, tu le disais, différentes actions, différents sites, différents personnels, on aura l'occasion d'en parler aussi. Même si, effectivement, l'AFPA est loin de là, ne se cantonne pas aux formations pour les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi restent quand même un public cible, j'allais dire, encore plus aujourd'hui et qui sait demain, est possible encore que d'autres choses sortent. Bien souvent, ces formations sont accompagnées, financées par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il y a un gros effort de fait là-dessus. Est-ce que tu peux me dire concrètement, me donner quelques exemples de ces formations? Deuxièmement, moi j'ai quitté la formation où il y avait des processus qui pouvaient peut-être paraître un peu lourds pour rentrer à l'AFPA, rencontrer un psy, un machin, un truc, un bidule.
je dis pas que c'était pas utile, je dis que moi de mon côté je pouvais trouver ça peut-être un peu lourd. Comment on rentre en formation aujourd'hui en tant que demandeur d'emploi à l'AFPA? C'est peut-être aussi l'occasion, alors à la fois de parler du financement du conseil régional, même sans rentrer forcément dans la technique, et puis aussi, j'imagine, pour ces publics-là, de parler des partenariats, aussi bien peut-être des partenariats avec les prescripteurs, les opérateurs de l'emploi, et puis aussi bien évidemment avec les entreprises, parce que l'AFPA, c'est aussi ça, on parlait du qualifiant, mais l'AFPA, c'est un gros, et ça a toujours été, un gros réseau de partenaires chez les chefs d'entreprise. Alors, je vais essayer de faire simple. Oui. D'abord, effectivement, les psychologues du travail, ça a été une époque à l'AFPA où les psychos du travail recrutaient pour l'AFPA et d'autres OF. Les temps ont changé. Aujourd'hui, nous n'avons plus de recrutement au sein de nos centres AFPA. Et il y a deux grandes familles, on va dire, de formations financées par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui effectivement est un financeur très important de nos formations. La première famille, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'habilitation de service public de premier niveau de qualification. C'est long. Retenez là-dedans, habilitation de service public et premier niveau de qualification. Alors pourquoi? Parce que c'est un processus pour entrer à l'AFPA sur ce dispositif-là. D'abord, il faut comprendre qu'il concerne principalement les premiers niveaux de qualification. C'est-à-dire qu'on trouve des niveaux CAP et quasiment tous nos produits niveau CAP ou des titres professionnels. D'abord, ce ne sont pas des CAP, bien sûr. Je dirais ce que c'est que le titre professionnel un petit peu aussi. Mais CAP ou bac, puisque parfois, pour rentrer dans certaines professions, je parlais des techniciens de maintenance en électroménager, c'est le niveau du bac qui est le niveau d'entrée dans ces professions-là. Donc, comment est-ce qu'on entre? Systématiquement sur la prescription soit d'un conseiller de Pôle emploi, d'une mission locale, bien entendu, de Cap emploi, du PLI ou du conseil départemental, pour faire vite. Ce sont les conseillers qui travaillent le projet, donc c'est bien eux la voie d'entrée sur une formation à l'AFPA, comme auprès d'autres organismes de formation qui répondent également d'ailleurs sur ce type de dispositif. Et c'est le conseiller, le prescripteur qui va travailler le projet avec la personne. Ensuite, une fois que la prescription dans les systèmes d'information arrive chez nous, la personne entre systématiquement. Voilà, elle entre systématiquement. Sur ce dispositif, il n'y a pas de prérequis. Voilà, il y a un nombre de places, la personne travaille son sujet avec le prescripteur et entre en formation. La particularité, c'est que l'habilitation de service public embarque un accompagnement social, embarque un certain nombre de choses. Il y a une évaluation qui est faite dans les 10 premiers jours avec la personne pour voir si elle a besoin d'avoir un accompagnement sur un certain nombre de savoirs de base. Voilà. Et là, on peut mettre en place, et on met en place, bien entendu, un accompagnement individualisé tout au long du parcours. Et la particularité, c'est que si au milieu du parcours ou à la fin d'ailleurs, on s'aperçoit que la personne ne peut pas passer son titre professionnel, son examen au moment qui était prévu, il est possible de lui proposer de continuer pour finir d'acquérir les compétences qui lui manquent dans l'absolu jusqu'à 2 ans. On ne recherche pas à garder les gens 2 ans, mais il y a cette souplesse qui permet aux gens de les garder 2 ans. Ça, c'est le premier dispositif, la première famille. La deuxième, c'est plus classique. C'est dans le cadre du programme régional de formation, où on a des formations, là c'est plutôt du niveau, pour le coup 4, c'est-à-dire niveau bac et au-dessus, et bac plus 2, avec des parcours plus classiques et un examen un petit peu entre l'AFPA et le prescripteur, des prérequis. Parce que là, il est évident que sur certains métiers de bac plus 2, par exemple, il ne faut pas envoyer les gens à l'échec, et il faut vérifier qu'ils puissent avoir toutes les chances de réussir. Et là, on est sur des durées qui sont préétablies. D'accord. Bon, ben voilà, moi ça me rassure. Honnêtement, je préfère cette façon de faire. Là, je vois que on individualise beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on retrouve le rôle du prescripteur qui fait un vrai boulot de fond en amont, et on sent bien que ce passage de relais est un passage concerté. Donc ça, c'est pas mal. Et puis avec effectivement cette possibilité
d'envisager le parcours dans une globalité, à la fois le côté technique et puis à la fois le côté social, hein, le côté humain, ça je trouve ça très intéressant. Et puis de pouvoir moduler les parcours de formation, parce que c'est un exercice à part entière, une formation, hein. Il y a plein d'éléments de vie qui peuvent arriver, qui peuvent interférer sur le temps de formation. Et donc, si on peut moduler, c'est très bien. Bon, écoutez, moi, je vous ai donné mon sentiment, hein, par rapport à ça. Vous pouvez aussi donner le vôtre. Vous pouvez témoigner. Si vous êtes prescripteur, si vous travaillez dans un AFPA, si vous avez suivi une formation dans un AFPA, allez-y. Je suis là pour vous écouter. Et Patrice aussi. On l'a vu, donc, pour moi, en tout cas, une véritable évolution. Il y a une véritable évolution dans l'accompagnement des personnes demandeurs d'emploi. On a bien saisi le lien avec les prescripteurs. Il y a aussi toutes ces formations qui ne sont pas destinées aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui arrivent à l'AFPA. Qui sont ces gens? Et puis, je voudrais que tu nous parles des financements, mais sans être dans le côté très, très technique. Peut-être nous dire, voilà, si vous êtes dans telle situation, allez vous renseigner auprès de telle personne, telle personne, telle personne. Si vous êtes chef d'entreprise, renseignez-vous. Voilà, qui sont ces autres personnes que l'AFPA forme à longueur d'année? Alors, c'est vrai que la grande partie sont des demandeurs d'emploi, mais au sein même des demandeurs d'emploi, il y a des personnes, notamment, qui viennent par exemple des DOM-TOM. On travaille avec la DOM. On accueille et on héberge un certain nombre de personnes. Alors, évidemment, on va les héberger, puisqu'elles viennent de loin. J'ai oublié de dire tout à l'heure quand même quelque chose de très important, c'est que le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine finance également, participe au financement de la restauration et de l'hébergement des stagiaires qui en auraient besoin. Ouais. C'est très important parce que au niveau de la mobilité, au niveau de personnes qui sont très en difficulté, il est évident que c'est quelque chose qui est nécessaire, sans lequel ils ne peuvent pas réussir leur parcours. On en parlera parce que l'AFPA, c'est quand même quelque chose de très particulier autour de la formation. Il y a tous ces services, effectivement. Voilà, tous ces services associés qui concourent à permettre à des gens qui n'auraient pas pu aller au bout d'un parcours de 6 à 12 mois, aller au bout et réussir. Ensuite, les autres possibilités, il y a le compte, il y a d'abord le compte, on en parlait tout à l'heure, personnel de formation, qui peut être activé. Donc là, c'est vraiment chaque personne. Moi, j'invite aussi sur ces sigles, j'ai envie de dire, et sur ces financements particuliers, il y a tous les renseignements sur Internet, clairement, et qui peuvent renvoyer. Et on peut se demander à son conseiller lorsqu'on est demandeur d'emploi. Oui, mais lorsqu'on est salarié, on va trouver un certain nombre d'informations avec les bons interlocuteurs. Exactement. Et puis on peut aussi venir se renseigner, bien sûr, à l'AFPA. Il n'y a pas de souci, mais les informations existent. Donc le compte personnel de formation. Le CPFT, c'est-à-dire de transition, l'ex-CIF, là ce sont les salariés des entreprises qui viennent se former sur une durée dans le cadre, ils sont toujours salariés de l'entreprise quand ils viennent chez nous. Voilà. On trouve d'autres, les aides individuelles à la formation qui peuvent être débloquées par les prescripteurs, en l'occurrence par Pôle emploi par exemple. Et puis un certain nombre d'autres financements individuels. Alors, je voulais revenir aussi un petit peu sur les entreprises. Évidemment, pour une entreprise, d'abord dans le cursus de l'AFPA, il y a un temps en formation et un temps en entreprise. Toujours. Ça, c'est la première chose. Donc, les entreprises elles-mêmes sont toujours intéressées à accueillir des stagiaires. Puis nous, évidemment, on a besoin d'elles pour nos stagiaires, pour préparer, pourquoi pas, une embauche ultérieure. Donc ça, ce sont des stages qui se font dans le cadre de la formation et d'une convention de stage, donc c'est gratuit pour l'entreprise et ça permet de préparer la sortie. Les chefs d'entreprise, les artisans, les salariés sont également nos jurys, puisque le titre professionnel, ce n'est pas l'AFPA qui le délivre, ce sont d'abord des jurys professionnels habilités par le ministère du Travail, qui vont venir et qui vont évaluer les personnes. Donc là aussi, grand merci à eux parce que c'est un petit message, mais on a besoin d'eux pour la transmission, pour que l'affaire tourne. Et puis donc l'AFPA accueille des salariés d'entreprise dans le cadre soit de montée en compétences adossées à des qualifications ou à des certificats complètes ou partiels, soit sur des produits courts.
C'est-à-dire qu'on peut travailler à la carte, à la demande de n'importe quelle entreprise, soit pour accueillir un groupe en montée en compétences. Alors aujourd'hui, on va avoir des gens qui viennent se monter en compétences en électricité en ce moment, en soudage. Je réfléchis. Enfin, on a un certain nombre de produits comme ça qui sont bien calibrés pour cela. Soit on peut avoir aussi une demande sur un individu plutôt qu'un groupe pour une entreprise qui va se greffer sur la période concernée, sur la programmation qu'on aura établie avec eux, pour monter en compétence. Il n'y a pas nécessairement besoin de vouloir acquérir le titre professionnel entier pour venir à l'AFPA. On peut monter en compétence sur un module. Très bien, on le voit, hein, le mot d'ordre, c'est la souplesse, c'est l'adaptabilité, l'agilité, hein, ce qui est assez remarquable parce que des structures comme l'AFPA, c'est quand même pas un petit centre de formation. On en profite, moi j'en profite en tout cas pour saluer les formateurs de l'AFPA, aussi bien tous ceux que je connais que ceux que je connais pas, parce que c'est une remise en cause permanente, hein, c'est une capacité à continuer de former dans des conditions différentes, dans des personnes, des publics différents. C'est vrai que c'est un joli métier. Moi, j'ai adoré être formateur. J'ai passé un temps de fou à faire ça. J'en profite pour vous dire que si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours le faire. Mais Patrice, bien sûr, c'est un métronome. Hein, vous avez vu, il a ses notes là. Alors bien sûr, vous vous dites, et comme il dit tout, il n'y a pas besoin de poser de questions. Si, vous pouvez poser quand même des questions. Des sympas, hein, sinon attention. Alors, on l'a vu, AFPA, formation qualifiante, des modules de professionnalisation, des accompagnements à la carte. Mais l'AFPA, c'est aussi, alors je ne vais pas dire de plus en plus, tu le diras peut-être si toi c'est ton sentiment, en tout cas c'est quelque chose qui est là, qui s'installe. Il y a des dispositifs un petit peu d'accompagnement. Hein, il y a, alors, je les connaissais pas par cœur, hein, il y a prépa compétences, déclic pour l'action, amorce de parcours, HSP, socle de compétences, VAE. Alors VAE, je sais ce que c'est, j'en ai fait une. Alors, je ferai une émission un jour sur la VAE, c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est que ces dispositifs d'accompagnement? Ils relèvent du champ de la formation, point d'interrogation, et quel est leurs objectifs à ces dispositifs? Alors, ces dispositifs-là, complémentaires, on va dire, à la formation qualifiante, complémentaires, alors, qui peuvent être en amont, qui peuvent être à côté, répondent à un certain nombre de partenariats, qui peuvent être des partenariats nationaux d'ailleurs. Prépa compétences, pour commencer par celui-là, c'est un dispositif qui est monté et qui est conduit à la fois par l'AFPA et par Pôle emploi au niveau national. Et c'est un dispositif qui a vocation à permettre à des gens de se préparer à une formation, de travailler leur projet, d'avancer, d'aller découvrir des plateaux techniques. C'est une mobilisation un peu à la formation. Voilà, il y a toujours un petit peu dans tous les produits, on parle de produits ou de dispositifs. Et c'est lui qui gère. Oui, c'est pour ça qu'il parle de produits. Non, mais produits, c'est pas beau, ça fait commercial. Mais de dispositifs, il y a toujours des ateliers en fonction de ce qu'on vient chercher, de remise à niveau, de travail sur il y a souvent des ateliers de travail sur les compétences de base ou les compétences attachées au projet qu'on va avoir. Sur prépa compétences, donc c'est un dispositif qui est discontinu, qui ne dure pas très longtemps, mais qui va permettre à des gens de venir travailler ces sujets-là et puis se confronter à la réalité du métier. Soit sur nos plateaux techniques, on a beaucoup de métiers, mais si c'est pas possible, au travers de PMSMP, alors de périodes en entreprise, pardon, de découverte de métiers en entreprise, de conventions avec Pôle emploi, au sein d'entreprises, voire dans d'autres organismes de formation. La sortie du dispositif prépa compétences, comme la plupart de ces dispositifs d'accompagnement, c'est pas une alimentation des métiers de l'AFPA. Ça peut être le cas, bien sûr, parce que ils découvrent les métiers chez nous et que s'ils tombent amoureux d'un métier, il n'y a pas de raison qu'on les empêche. Mais on n'est pas la seule sortie positive de ces dispositifs-là non plus. Voilà. Après, on a d'autres dispositifs comme amorce de parcours. Là, on est plus sur la question de quelqu'un qui va être sur une voie de recherche d'emploi, de professionnalisation directe, toujours sur le principe un petit peu que je viens d'évoquer. Déclic pour l'action, c'est plus orienté sur les jeunes. Là, on va travailler beaucoup avec les missions locales. Game of Jobs, pardon. Non, mais il y a des titres, il y a des titres. Hein, bon.
Game of Jobs, c'est un dispositif qui revient à faire, on va dire, de la pré-apprentissage. Ça va démarrer d'ailleurs le 6 avril, pardon. Ça concerne des jeunes de 6 à 29 ans. On est encore jeunes, hein. Voilà. On est sur des démarches ludiques. On travaille en partenariat avec des associations. Enfin bref, c'est un dispositif encore un petit peu à part et toujours pareil qui a vocation à préparer, alors là en l'occurrence à l'apprentissage. Ce que j'ai oublié de dire quand même tout à l'heure aussi, c'est que tous nos dispositifs, toutes nos formations sont ouvertes à l'apprentissage. On peut rentrer à l'AFPA et être apprenti. On est complémentaire et pas concurrent des CFA classiques. Pourquoi? Parce que on n'est pas soumis à la saisonnalité du tout, nous. Ouais. Et on a des produits de formation, des dispositifs de formation qui durent plutôt autour d'un an sur un équivalent CAP. Donc, c'est quelque chose qui peut être activé alors soit en groupe, là aussi, soit en complément de groupe existant. Sur un groupe existant, on va pouvoir trouver, je ne sais pas moi, sur une quinzaine de personnes ou 16 personnes, on va trouver une dizaine de demandeurs d'emploi qui sont venus là dans le cadre des dispositifs financés par le conseil régional, et puis des financements individuels, comme on a évoqué tout à l'heure, avec suivant les métiers plus ou moins de proportion des uns ou des autres. Et puis, on peut avoir un apprenti, un contrat de qualification. Voilà. Tu parlais de souplesse. Il est évident qu'aujourd'hui, l'AFPA doit absolument être un apporteur de solutions pour une personne qui va venir dans le cadre de quelque chose de collectif. Mais c'est elle qu'il va falloir servir au travers d'une progression pédagogique individualisée, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu aussi nouveau dans les dernières années. Hein. C'est pas nouveau immédiatement pour nous, puisque ça fait plusieurs années que ça se pratique à l'AFPA, mais il y a longtemps, hein, tu parlais voilà, il y a longtemps, avant les psychos, eh ben, c'était des entrées d'un groupe entier, de 15 personnes à date, qui sortaient à date, plus ou moins complet. Bon, aujourd'hui, on est sur des entrées échelonnées, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui offrent des possibilités d'embarquer dans le wagon tout au long de l'année. Et ça, c'est très très important. Alors effectivement, j'avais déjà entendu parler de cette histoire de mixité des publics au sein d'un même groupe, hein, des apprenants traditionnels, je dirais, et puis des apprentis. Alors j'en profite pour faire un peu d'auto-promo. Si vous voulez voir un sujet sur Game of Jobs, et bien vous pouvez, et sur quelque chose dont on va parler après, la promo 16-18, vous pouvez aller soit sur mon site emploi-nouvelle-aquitaine.fr dans la rubrique vidéo, puisque j'avais eu l'occasion de faire 2 reportages sur ces actions avec mes amis de Sète à Limoges, hein, mes collègues de Sète à Limoges. Donc c'est une bonne façon de découvrir ce qui se passe à l'AFPA. Et sur celle de Game of Job, vous retrouvez celle de la promo 16-18, vous retrouvez Patrice. Sylvia Pénaud de Poitiers nous le dit, elle a rebondi un peu sur ce que je disais. Elle dit la VAE, un sésame. Alors, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire hein, sur la VAE. Voilà, même si j'en ai fait une, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait sans doute améliorer. Enfin, voilà, mais c'est vrai que c'est un outil qui peut correspondre à certaines personnes. En termes de VAE, qu'est-ce que fait l'AFPA? Vous êtes quoi? Vous êtes accompagnateur, validateur, je sais pas. Oui, alors on a une personne en fait on a une personne dédiée à recevoir les demandes de validation des acquis d'expérience à l'AFPA de Babylone en l'occurrence. Et puis oui, on va proposer un accompagnement individualisé par rapport aux besoins de la personne. Éventuellement un module de formation si c'est nécessaire. L'instruction du dossier est gérée par ma collègue hein, qui s'occupe de ça. Et on a aussi des VAE qui sont orientés. On appelle ça la VAE primo-arrivant, par exemple. Je pense à Christelle qui doit nous regarder ce soir. Christelle. Voilà. Bonjour Christelle. VAE primo-arrivant, donc destiné à des primo-arrivants. On a des objectifs là aussi en termes d'accueil de personnes qui peuvent être réfugiées, mais pas uniquement réfugiées d'ailleurs. On a la VAE PEC, c'est-à-dire les personnes qui ont signé un parcours emploi-compétences. En fait, on a un certain nombre de dispositifs qui sont orientés sur des publics qui sont suivis par les accompagnateurs du conseil départemental, des conseillers du conseil départemental.
Donc là aussi, c'est très important, des personnes éloignées vraiment de l'emploi, à qui on va essayer de proposer des choses. Donc la VAE, effectivement, c'est un des services importants de l'AFPA, oui. Très bien, voilà, Sylvia, hein, c'est un petit mot pour Sylvia. J'en profite pour dire bonjour à Marielle. Marielle, vous nous dites bonsoir, je vous dis bonsoir, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis ravi de vous accueillir dans mon salon, Marielle. J'espère que c'est pas la première fois et surtout j'espère que c'est pas la dernière fois. On a parlé des dispositifs d'accompagnement de l'AFPA qui sont pas de la formation, même s'ils peuvent préparer à la formation. Il y en a d'autres, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Il y a la promo 16-18, c'est l'actualité, je dirais, là, hein, qui existe. Donc là, je vous renvoie vers les reportages de cette à Limoges. Il y a la route des possibles et il y a un travail, je voudrais qu'il passe un temps, justement, si jamais Christelle nous regarde, ou peut-être qu'elle nous regardera en replay, il y a le travail qui est mené avec les demandeurs d'asile. C'est quoi ce travail? Qu'est-ce que sont ces actions? Alors, ah oh là là, vous savez, c'est du bricolage là. Vas-y. Je n'ai rien cassé. Alors, en ce qui concerne la promo 16-18, comme tu le disais, tu as fait un reportage. C'est un dispositif qui est tout à fait nouveau, sur lequel d'ailleurs le centre de Limoges est parti à titre expérimental avec 4 autres centres de Nouvelle-Aquitaine. En définitive, nous avons vocation à proposer. Alors c'est un travail là aussi, on parlait de partenariat, c'est un partenariat plus que serré avec les missions locales, la mission locale d'Aglo et la mission locale rurale. Pourquoi plus que serré? Parce que ce sont des prescriptions missions locales qui nous envoient les candidats et que nous avons mis en place un petit système d'information collective le samedi matin pour permettre aux parents des jeunes décrocheurs scolaires de venir, de découvrir le dispositif, de se rassurer aussi un petit peu sur ce qu'on va pouvoir proposer. L'idée étant qu'on a des jeunes qui ont décroché, ce sont des décrocheurs scolaires, de 16 à moins de 18 ans au moment de l'entrée. Et on doit leur remettre le pied à l'étrier en définitive sur une durée de 3 mois et demi, avec la découverte un petit peu du dispositif. Les jeunes entrent par cohorte, comme on dit chez nous, entre 10 et 15 personnes, 16 personnes. Ils sont accompagnés par un binôme un moniteur éducateur ou éducateur spécialisé et un conseiller en insertion professionnelle pour travailler tout au long de ce parcours-là. D'abord la confiance en soi, tout ce qui a pu provoquer aussi le décrochage. Puis là, les histoires sont totalement diverses et variées. Et puis, doucement, commencer à construire une possibilité de sortie qui, là encore, n'est pas nécessairement la formation et surtout pas que à l'AFPA. Mais ça peut arriver. Là aussi, on peut avoir un jeune qui se dirige vers un contrat d'apprentissage ou l'habilitation de service public sur un produit qui lui plaît, sur une formation, sur un métier qui lui plaît, mais aussi revenir à l'école, reprendre un cursus où il s'est arrêté, faire un service civique. On a un jeune qui a voulu rentrer à l'armée, qui a découvert le métier de l'armée, et tout ce temps-là de 3 mois et demi va être mis à profit pour travailler avec un tas de partenaires, avec un tas au travers du projet du jeune. Ils ne s'interdisent rien, et à la sortie, on peut constater que sur la première cohorte qui est rentrée à 16, on a eu 3 abandons de personnes qui ont décroché, encore une fois, et qu'on va essayer de suivre encore un peu plus longtemps, et qu'on a quand même 11 jeunes sur les 13 qui restent, qui sont sortis avec une solution positive. Donc c'est plutôt une réussite, et actuellement on a 43 jeunes, ou une quarantaine de jeunes sur nos plateaux, avec 8 collègues qui les accompagnent, et notre responsable, Laïla, qui évidemment supervise tout cela. Alors, je voulais rebondir là-dessus avant qu'on parle des actions en direction des demandeurs d'asile, parce que je trouve que cette promo 16-18, elle a quelque chose, même si je suis plus vraiment dans l'actualité de la formation, elle a quelque chose de très particulier. Alors déjà, je veux m'associer à Patrice pour faire un petit coucou à Laïla. J'espère qu'elle regarde, parce que demain, il faut que tu fasses une interro écrite. Bien sûr, tous les salariés de l'AFPA qui n'auront pas regardé auront un blâme. C'est prévu, on en a parlé avant, ils le savent. Pas me les fâcher. Voilà. Non, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand je suis venu faire le reportage, j'ai été très surpris de trouver dans un centre de formation des moniteurs éducateurs, du personnel socio-éducatif ou médico-social. J'ai l'habitude de les voir ailleurs et pas dans des salles de formation.
Alors effectivement, l'AFPA est parfois sollicitée, en l'occurrence par l'État, dans le cadre de l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans et du plan de relance des jeunes, un jeune, une solution. L'AFPA est mobilisée comme opérateur pour quelque chose qui ne relève pas effectivement de son cœur de métier. Ça arrive. Et du coup, il est hors de question évidemment d'improviser. Alors on improvise forcément un petit peu sur un dispositif nouveau. Hein, il durait 4 mois au départ, il a été réduit, il s'est adapté, il s'est enrichi aussi puisque on a un tas de ressources qui sont mises en commun. Et l'ingénierie de l'AFPA a fait un gros boulot. D'ailleurs, on le voit puisqu'on a des réussites sur ce dispositif-là. Mais on va pas mettre un formateur qui n'a pas trop d'activité sur quelque chose qu'il ne sait pas faire. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'être en phase entre, encore une fois, le besoin de la personne et ce qu'on doit lui offrir. Voilà. C'est pour cela que l'AFPA a créé des fiches de fonction spécifiques pour ce dispositif-là, qui n'est pas aujourd'hui encore pérenne. Hein, on espère qu'il le sera un jour. Mais voilà, sinon on ne fait pas du bon boulot. Voilà. Donc pour les demandeurs d'asile, là aussi c'est une histoire, alors je ne peux pas faire le parallèle au niveau des publics, mais un petit peu similaire parce que l'AFPA en octobre 2016 a été sollicité par l'AFPA au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Et l'histoire de l'AFPA de Limoges sur le sujet, c'est que les hébergements à l'époque de Babylone étaient désaffectés, enfin ils étaient vides, puisque ceux de Romanée qui comporte 200 places suffisait, et que du coup on nous a mobilisé nos places, alors d'abord 40, ensuite 60, ensuite 80, pour accueillir des gens qui venaient, enfin des migrants qui venaient de la jungle de Calais au départ. Après ça a changé, ça a évolué, mais ce sont toujours des demandeurs d'asile. Bien sûr. C'est vrai que c'est une aventure totalement à côté de ce qu'on fait habituellement, pour laquelle là aussi nous avons recruté des spécialistes, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons 2 assistantes sociales et une conseillère en économie sociale et familiale, et puis une jeune ou un jeune, ça dépend des moments, en service civique qui vient compléter et qui vient se former en même temps aussi à tout cela. Donc là, cette activité, évidemment, elle n'est pas connectée à la formation du tout. Nous travaillons en étroite collaboration avec les collègues institutionnels. Là, il faut qu'on soit la main dans la main, encore une fois, avec la direction départementale de la cohésion sociale, la DDCSPP, avec bien entendu l'OFI en premier chef. Je n'ai pas dit en premier, je fais exprès, mais Christelle Lelay, évidemment, est une partenaire de premier plan sur ce sujet-là, comme Madame Muller, comme Madame Bial, enfin bref, les collègues, la préfecture, la direction de l'asile et de la citoyenneté. Voilà, ça ne peut fonctionner que si on a les bons partenariats et la confiance entre nous. Et ça nous a permis à nous de connaître d'autres structures qu'on n'aurait pas forcément côtoyées, ou alors marginalement, hein, comme la RSL. Ouais. J'en parlerai. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure quand je vais parler du village de l'AFPA. Mais voilà, on a noué de beaux partenariats avec l'arrivée de cette activité-là de demandeurs d'asile qui continue aujourd'hui sous une forme qui évolue tous les ans un petit peu. Et là, nous avons vocation, entre guillemets, simplement, parce que c'est pas forcément facile, à accompagner des personnes qui viennent soit de pays en guerre, soit de pays qui sont pas forcément en guerre, mais où ils sont pas heureux, voilà, jusque dans le cadre de leur demande d'asile. Donc après c'est l'OFPRA qui décide, ou voir la Cour nationale du droit d'asile. Et puis en fonction de ce qui arrive, on va accompagner les personnes à la sortie. Alors évidemment, si elles sont déboutées in fine, ça redevient le problème de l'État, enfin le problème, l'affaire de l'État. Il ne reste pas indûment, comme on dit chez nous. S'ils ont le statut, ils ne peuvent pas non plus rester chez nous indéfiniment, donc il y a un petit délai pour qu'ils sortent, et nous les accompagnons dans la recherche de logement. Et puis c'est vrai que derrière, pour boucler la boucle avec Christelle Lelay, nous avons conclu un partenariat qui vise à permettre à des gens qui sont passés par ce cycle-là et qui ont le statut de réfugié et qui sont passés par le contrat d'insertion républicaine, pour être rapide, pardon, c'est un certain nombre d'étapes avant de pouvoir être réfugié, dont une formation en français. Donc une fois qu'ils ont terminé cette boucle-là, nous avons une convention avec Christelle pour, en fonction des besoins, entrer ou proposer des places en formation à
à ces personnes-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié un petit dispositif tout à l'heure, parce qu'il y en a tellement, là, j'en oublie un petit peu. C'est toujours l'habilitation de service public avec le conseil régional, mais ce qu'on appelle socle de compétences. Et là, on va trouver des ateliers, notamment de français langue étrangère intensifs, où ces personnes-là peuvent passer, celles-ci ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas destiné aux réfugiés. Il peut y avoir des gens, des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont des problèmes de maîtrise de la langue, donc ils peuvent entrer dans ces dispositifs, d'illettrisme, et puis on a ce qu'on appelle la palette des savoirs avec un certain nombre d'ateliers. Donc sur ces dispositifs, je ne l'ai pas dit non plus, il faut quand même que je le dise parce que je vais me faire tirer les oreilles, nous travaillons en groupement, hein, avec d'autres structures de formation. On n'est pas forcément d'ailleurs toujours des mandataires, hein, de tout cela. On travaille en groupement sur l'habilitation de service public, premier niveau de qualification. On répond en consortium à des appels d'offres pour essayer justement d'offrir la meilleure qualité globalement, au-delà de l'AFPA, de réponse au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour toucher tous les publics. Vous avez vu, hein, il a bossé. Ah ben ça, on ne devient pas non plus directeur de la FA par hasard. Bien sûr, on révise. C'est des gars sérieux. Ça. En plus, il arrive de la compta. Hein. Je vous le rappelle. Ouais. Les gars, c'est à la virgule, hein, les comptables. Alors, vous allez voir comment je suis bon en transition. Justement, Delphine, bonsoir Delphine, elle vient d'arriver, j'espère qu'elle était au début. Elle me dit, je suis en train de monter un dossier en vue de faire la formation de secrétaire comptable à l'AFPA Romanée. C'est une bonne nouvelle, ça fait une stagiaire de plus. Par contre, Delphine, si vous me dites ça parce que vous pensez que je vais pouvoir vous pistonner auprès de Patrice, ça marche pas, hein. Vous serez prise à l'AFPA parce que vous avez les compétences pour suivre la formation. C'est ça, Patrice? Oui, non, mais qu'elle vienne nous voir surtout. Voilà, surtout. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on raconte, venez nous voir. Surtout, allez-y. Alors, par contre, là, j'ai un petit exercice, un petit cas pratique, hein, Patrice. Il y a Marielle qui me dit, voilà, mon ami souhaite intégrer l'AFPA de Brive. Alors là, on souffle, hein, parce que c'est pas l'AFPA de Limoges, même si ils sont très bien à Brive aussi, hein, je les connais, ils sont très sympas. Mon ami souhaite intégrer l'AFPA de Brive pour la formation de technicien en dépannage informatique. Mais, faute de rapidité de financement, il ne pourra pas. Auriez-vous une solution? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? Où est-ce qu'on peut l'envoyer? On a l'impression là, enfin, je sais pas, peut-être je me trompe. Vous savez, déjà, Marielle, c'est très difficile de répondre très précisément sur une question comme ça. Parce que, est-ce que c'est une histoire de calendrier? Est-ce que c'est une histoire de demande qui n'a pas été faite au bon endroit? Bon, Patrice, ça t'inspire quoi, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette dame? Alors, ce que ça m'inspire, c'est que je suis en train de casser ton appareil. Non, c'est bon. Ce que ça m'inspire, c'est que, bon, là, effectivement, je ne peux pas répondre précisément, puisque je ne connais pas du tout la raison pour laquelle il n'a pas pu entrer, son compagnon, Marlienne, n'a pas pu rentrer en formation. J'imagine que la formation a déjà démarré. Alors, soit elle était complète, soit le dossier a été monté, validé trop tard après le démarrage. Je ne sais pas. Mais le conseil, si elle demande un conseil, le conseil que je lui donne, c'est de se rapprocher du centre AFPA de Brive d'abord pour regarder avec eux quelle est la programmation. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, alors avec ma chance, ça ne va pas être le cas de ce produit, mais bon, qui ne tente rien à rien, il faut absolument vous rapprocher d'eux et de mes collègues de Brive et de regarder quelle est la programmation future, parce qu'il peut y avoir une entrée décalée pas très tard. Voilà, ça je ne peux pas vous répondre. En tout cas, nous, si vous aviez dû intégrer une formation à Limoges telle qu'elle est dispensée et que l'entrée était bouchée parce qu'il n'y a plus de place, au moins on peut vous donner une prochaine date, parce que si je comprends bien, c'est un financement individuel. Donc, juste pour expliquer aussi, nos formations ne sont pas toujours adossées, elles ne sont même pas adossées à un financement public. On peut avoir des formations qui fonctionnent uniquement sur des financements individuels, ça nous arrive. Voilà.
Très bien. Alors, Marielle, hein, vous nous tenez au courant, Marielle, hein, bien sûr. Mais je crois que le mieux, c'est de retourner vers l'AFPA de Brive et vraiment essayer de voir avec eux ce qu'il y a possibilité de faire. Je pense que vous l'avez déjà fait. C'est vrai, il faut le dire aussi. C'est un financement Pôle Emploi. Alors, je comprends. Après, de notre côté, j'aurais tendance à vous dire, même s'il y a un décalage, c'est-à-dire que si d'une part il y avait la possibilité de formation, que de l'autre côté il y avait la possibilité de financement. Bah, effectivement, ça ne peut être qu'un report, hein, je pense. Oui, Patrice. Oui, juste une partie de la réponse que j'ai occultée, que j'ai oubliée, c'est que il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi. L'AFPA de Brive, j'imagine que c'est commode, enfin, c'est ce que vous avez prévu par rapport à votre projet de vie aussi. Mais il faut regarder quand même aussi si ça existe ailleurs, d'abord en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je pense que là, l'AFPA de Brive pourra vous répondre également, hein, pour savoir si la formation existe ailleurs. Et puis, si c'est en Nouvelle-Aquitaine, on aura d'autant plus de facilité à vous répondre sur la programmation. Voilà. Voilà, vous vous renseignez, vous voyez s'il y a une autre formation de dépanneur informatique peut-être ailleurs. Et là aussi, ça va faire une très bonne transition parce qu'il faut que vous sachiez que l'AFPA forme, l'AFPA qualifie, l'AFPA prépare à des concours, à des titres professionnels. L'AFPA accompagne les entrants en formation. Patrice nous l'a dit, l'AFPA accompagne de façon un peu plus large, hein, sur des thématiques un peu plus personnelles, un petit peu plus sociales. Et pour tout ça, l'AFPA a des services associés. On les a déjà abordés tout à l'heure et ça peut répondre en partie au questionnement de Marielle, même si par exemple elle devait s'éloigner un peu de son ami. En tout cas, son ami, sachez-le, peut suivre des formations ailleurs et être hébergé, avoir la restauration, etc. C'est bien ça, hein. Absolument. Donc, les centres AFPA disposent tous, ou quasiment tous, d'une restauration où votre compagnon pourra se restaurer à midi, et tous d'un hébergement. Hébergement qui peut se trouver dans le centre AFPA ou qui peut être externalisé en dehors. Mais nous proposons toujours un hébergement aux stagiaires qui en ont besoin. Alors après, rien n'est gratuit. Ça dépend ensuite, les prix, ben bien entendu, les prix dépendent du statut de la personne, mais dans tous les cas de figure, les prix sont de toute façon très largement accessibles. Je pense à l'hébergement. Pour vous donner un ordre d'idée, pour quelqu'un qui n'a aucun financement, qui doit partir en formation quelque part, un hébergement à la face, c'est 150 €. Voilà. On est stagiaire de la formation professionnelle, il n'y a pas de financement public, il n'y a rien du tout. Ça ne va pas aller au-delà de ça. De toute façon, vous ne trouverez pas un loyer à ce prix-là. Donc, on a toujours, même lorsque les gens vont devoir payer tout ou partie, hein, en fonction d'aide publique ou d'aide de l'entreprise ou autre, il y a toujours des tarifs qui sont largement compétitifs à l'AFPA. Alors j'ai encore une autre question, une question d'argent là, une question d'argent. Alors j'avoue que je connais pas cette commission, peut-être que toi ça va te parler. C'est Sylvia qui nous demande s'il existe une commission d'exonération pour les personnes en difficulté financière. Est-ce que ça te parle, ce type de question? Alors, une commission d'exonération, non, ça ne me parle pas. Alors, on est vraiment dans la technique, hein. Ah oui, j'avoue que je maîtrise pas forcément intégralement. Sylvia, Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour les personnes en difficulté, pour les demandeurs d'emploi en difficulté, d'abord, pour toute personne qui va venir pour suivre une formation à l'AFPA dans le cadre d'un financement de formation par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, il y a une rémunération. Ça, c'est la première chose, hein. Il y a une rémunération qui est versée. Ensuite, c'est une rémunération. C'est une rémunération pour les gens qui ne savent pas, qui est fonction de la situation qu'on avait avant, c'est ça? Oui, ça peut être le cas. Alors, ça peut être le cas vraiment en fonction de la personne, hein. Quelqu'un une personne en situation de handicap, il peut y avoir des particularités. Mais on va dire globalement que sur l'habilitation de service public, quelqu'un qui n'a aucun revenu, qui viendrait se former à l'AFPA, va percevoir de mémoire, et j'espère pas dire de trop grosses boulettes, autour de 850 € par mois. D'accord. Il y a des aides à la mobilité. Il y a des aides à la mobilité pour quand les gens viennent de loin. Donc, commission d'exonération, je ne vois pas, mais des commissions ou des instances qui vont statuer sur des demandes particulières par rapport à des difficultés, oui. On peut aussi avoir pour les jeunes qui relèvent des missions locales, au cas par cas toujours, des aides très ponctuelles. Alors ça porte un nom que j'ai oublié, je crois que c'est FAGE,
mais dans le cadre de la formation, pour passer des moments difficiles, pour aider, pourquoi pas tout à fait au début, avant le versement de la rémunération, à payer les premiers repas. Enfin, c'est vraiment pas des choses automatiques, parce que sinon il n'y aurait pas le budget, hein. On n'y arriverait pas, c'est pas pensé pour ça, mais il peut exister des aides particulières lorsque des gens sont en grande difficulté, oui. Alors je viens, hein, excusez-nous, hein, on fait tout ça en direct, hein, bien sûr. Donc je viens d'essayer de répondre à Sylvia à l'écrit, puisqu'elle me dit, je pense aux personnes qui n'ont plus de droit à Pôle emploi ou au RSA. Alors je vois bien à peu près, mais je lui ai simplement demandé si elle nous parle d'une commission d'exonération, soit pour tout ce qui était frais annexes, je dirais, ou alors si elle parle carrément de prise en charge de formation pour les gens qui peut-être n'ouvriraient droit à aucun financement. C'est peut-être ça. On reviendra dessus quand elle nous aura répondu, à moins que tu veuilles dire quelque chose. Alors, justement, quelqu'un qui se trouve dans une situation qui n'a plus de droit au chômage, qui n'a plus, enfin, même si elle a le RSA, ou même si, encore pire si elle n'a pas le RSA, on parlait d'habilitation de service public de premier niveau de qualification. Il faut déjà commencer par travailler le projet. Bon, c'est pas on vient en formation pour une rémunération, c'est pas comme ça que ça marche. Mais à partir du moment où la personne est intéressée par une de nos formations, où son conseiller pour l'emploi l'a validée et où elle entre sur le système de l'habilitation de service public premier niveau, ben, elle est prise en charge. Disons qu'elle a une rémunération pour commencer. Je parlais de tarifs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le tarif d'un repas aujourd'hui c'est 1,50 €. Voilà, 1,50 € le repas. Et si elle devait être hébergée, pour le coup, il y aurait 60 € par mois. Donc sur 850, voilà. Disons que les conditions financières pour suivre une formation, même si on est obligé d'être loin de chez soi et d'être hébergé, on peut le trouver. Ce qui compte vraiment, c'est la motivation du projet, aller au bout du projet. Et quelque part, il n'y a pas de problème financier derrière ça. Très bien, c'est important. Voilà, j'espère qu'on a répondu, Sylvia. C'était important, hein, je crois, de répondre de cette façon. Et oui, parce que quand on parle de formation, c'est vrai qu'il faut que les gens ne confondent pas et que nous on fasse attention. Quand on parle de financement, il y a plusieurs choses. Il y a la prise en charge de la formation. Donc ça, c'est l'argent qui est versé au centre de formation, qui peut venir de différentes sources et qui peut venir du conseil régional, qui peut venir de différents endroits. Et puis, il y a le financement de la formation qui est plus l'argent qui est versé, je ne vais pas dire une rémunération parce que ça me gêne un peu, mais l'argent qui est versé à la personne qui suit la formation. Et effectivement, on peut toucher, je crois, jusqu'à 850 €. Alors après, il y a des barèmes qui sont un peu particuliers. C'est un peu différent pour les demandeurs d'emploi, enfin pour les personnes qui sont en situation de handicap. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a moyen. Le meilleur moyen de toute façon, on l'a entendu tout à l'heure, la première étape, souvent pour les demandeurs d'emploi, donc pour les gens les plus en difficulté, peut-être si on part du principe que ceux qui sont les plus en difficulté, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec son conseiller, le prescripteur, de bien lui poser toutes les questions. Voilà, et normalement, les prescripteurs, je les connais, je vois bien les missions locales, les pôles emploi sont des gens qui, voilà, si vraiment vous avez besoin, ils prendront le temps de vous répondre, ils prendront le temps. C'est vrai que, et faites très attention à ce qui peut se dire autour de vous, parce que les entrées en formation, comme beaucoup de choses, hein, c'est très individualisé. Votre situation, c'est pas celle du voisin. Faites très attention à ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pas pu rentrer dans une formation, si c'est votre voisin, que vous avez l'impression qu'il a fait le même parcours que vous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Chaque chose s'étudie au cas par cas. Donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si il vous semble que ce sont des bons conseils, prenez-les. Si par contre il y a des choses qui vous interrogent de façon beaucoup plus négative, allez voir votre conseiller. Et puis voilà, tranquillement. Vraiment, je vous le dis, ça c'est quand même un métier que je connais bien. Tout s'étudie au cas par cas. Chaque situation est particulière. Hein. Tu es bien d'accord, Patrice? Bien, donc on a vu ça, on a vu ces histoires, l'animation, l'accompagnement social, la formation. Et puis il y a le concept. Alors j'avoue, hein, on a bien sûr, comme toutes les émissions, on a travaillé en amont. Enfin, c'est surtout lui qui a travaillé. Moi, vous savez, je reçois les questions, puis je pose des questions. C'est le concept de village de l'AFPA.
Alors j'avoue que j'en avais jamais entendu parler, tu m'en as parlé un petit peu avant, là on va en parler. Je trouve ça assez intéressant dans la démarche. Qu'est-ce que le concept du village de l'AFPA? Alors le village, la notion de village AFPA, village de l'AFPA, c'est une volonté de notre directrice générale depuis plusieurs années de développer, d'ouvrir les portes. Voilà, d'abord d'ouvrir les portes de l'AFPA, parce que on a tendance toujours à dire que tout le monde connaît l'AFPA et personne ne connaît l'AFPA, sauf à y être passé. Donc l'idée c'est de permettre de créer des partenariats à l'externe, de permettre à des gens de venir sur nos sites, de s'implanter le cas échéant, de créer des tiers-lieux de l'insertion professionnelle, sociale et professionnelle d'ailleurs, voilà, de créer de la vie et de permettre à des partenaires qui soient privés, institutionnels, des entreprises, de venir chez nous, de s'y implanter pour partie. Il peut y avoir des espaces de coworking, il peut y avoir beaucoup de choses. Enfin, je vais vous donner quelques exemples sur Limoges. On parlait tout à l'heure de partenariats qui sont nés d'abord de l'activité avec les demandeurs d'asile. D'abord, on a envoyé, entre guillemets, nos demandeurs d'asile pour déjeuner à la Bonne Assiette, à côté de la mairie. Et puis, au fil des discussions, une opportunité s'est faite jour pour à la fois l'AFPA qui travaillait avec, en l'occurrence sur ce site, plutôt des intérimaires, et avec la Bonne Assiette qui cherchait un plateau technique. Nous avons sous-traité notre restauration de Babylone, de Limoges Babylone, à la Bonne Assiette. Et aujourd'hui, la Bonne Assiette peut trouver un plateau plus intéressant pour elle et sert des repas à la fois, évidemment, aux demandeurs d'asile, mais également aux stagiaires d'information professionnelle, aux salariés de l'AFPA et autres partenaires sur le site. Donc voilà une belle petite histoire. L'ARSL dont on parlait tout à l'heure, donc réinsertion sociale du Limousin, l'association de réinsertion sociale du Limousin, a répondu à un appel à projet sur ce qu'on appelle un CPH, donc un centre provisoire d'hébergement destiné en fait à des gens qui ont le statut de réfugiés mais qui sont vulnérables. Et nous avons contribué à cette réponse avec justement Claire Horry, Robert, et avec Clarisse Armand. Et nous louons un étage de nos bâtiments à la RSL qui héberge à cet endroit-là une vingtaine de jeunes réfugiés, enfin de réfugiés. La RSL s'est également par la suite implantée chez nous sur ce qu'on appelle la SPADA, c'est-à-dire la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Donc là, nous leur louons un bout de bâtiment pour cela. Donc en fait, tous les demandeurs d'asile, si j'ai bien compris moi-même, qui passent en Haute-Vienne, passent par ces services-là, ils sont accompagnés. Et puis, nous accueillons sur le site également Terre de Cabane, par exemple, qui est une association de réinsertion qui s'occupe de jeunes en difficulté également, au travers alors jeunes pas nécessairement mineurs, mais des jeunes qui ont un peu décroché aussi, hein, et les remettre au travail au travers de travail du bois. Ils fabriquent des composteurs pour l'agglo, si j'ai bien compris, la mairie, etc. Ils ont par ailleurs des jardins solidaires dans les quartiers prioritaires. Et ils vont monter bientôt un chantier d'insertion, un atelier chantier d'insertion, qui va s'implanter aussi sur le site de Babylone, dans un autre de nos locaux. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait un peu émulation. Nous accueillons l'Union départementale des premiers secours depuis longtemps. C'est un partenaire ancien. Là, on va travailler sur le SST. Voilà, il y a pas mal d'émulation. On vient de partir en partenariat, en réponse en partenariat avec SINA, donc qui est une structure, donc qui a changé de nom, mais j'ai mangé le nouveau nom, Olivier Sellerier. Oui. Voilà, donc on a vocation à travailler avec des partenaires et à ouvrir le champ de nos centres. Et Babylone s'y prête bien, puisque évidemment on est en centre-ville et que la mixité des publics, y compris les gens qui n'ont pas de moyens de transport, c'est très facile d'accès. Voilà, on l'a compris, une logique d'intérieur-extérieur, hein, en tout cas de mobilisation permanente, d'interaction permanente, et effectivement c'est comme ça hein, qu'on crée une dynamique. Merci pour ces précisions. Alors j'ai une dernière question hein, technique. Alors écoute, c'est Marielle. Marielle, elle est toujours là, elle pose des questions pour son compagnon, donc parce que c'est normal, elle est tracassée pour son compagnon. Alors elle dit, mon compagnon me demande si, et je ne le savais pas que ça existait, tu me diras, si les tests d'équivalence sont toujours d'actualité pour intégrer une formation Bac+2 si on n'a pas le bac.
C'est quoi ces tests d'équivalence? Mais c'est une belle colle. C'est une belle colle. Alors moi je vais vraiment orienter, vous savez, Marielle. Marielle, Marielle. c'est ça, Marielle. Dans nos centres, nous avons des personnes qui peuvent vous recevoir, qui sont soit des chargés de clientèle, soit ce sont des assistantes commerciales, voire des responsables de formation d'ailleurs, qui pourront vous orienter beaucoup mieux que moi, pour vous répondre mieux que moi. J'en profite quand même parce que quand on parle d'équivalence, test d'équivalence, personnellement je vois pas. Ouais. Mais des équivalences, quand on parle de titre professionnel par exemple, un titre professionnel du ministère du Travail, je parlais tout à l'heure d'équivalence CAP parce que ça parle mieux aux gens, c'est évidemment pas le CAP. Un titre professionnel, c'est le ministère du Travail qui le délivre. Mais effectivement, on a des équivalences pleines et entières pour poursuivre éventuellement d'ailleurs un cursus. En fait, absolument. Même niveau reconnu. Ça a la même valeur. Voilà. Ça a la même valeur. Quand on parle de titre professionnel de niveau 4, c'est le niveau du bac, enfin c'est le bac. Ça équivaut au bac. Donc, si c'est ça la question, il faut regarder vraiment avec les collègues en fonction des diplômes dont vous parlez. Parce que il y a peu de temps, moi j'ai eu la même question. Enfin, j'ai eu une question d'un monsieur qui est demandeur d'emploi sur Saint-Thierry en l'occurrence, un monsieur qui est espagnol et qui avait des diplômes espagnols. J'ai été incapable à mon niveau de lui répondre. Donc, il faut vraiment investiguer le sujet au cas par cas. J'en suis désolé. Voilà, donc on a l'information du soir, c'est que le directeur de l'AFPA, de Limoges, ça fait plusieurs fois qu'il est incapable de répondre. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est un peu compliqué. Marielle, là, moi je reconnais non plus les tests d'équivalent, je ne connais pas. Écoutez, revenez voir les gens de Brive, ils vous le diront. On est désolé, hein, je pense qu'on va passer la moitié de la soirée qui vient à pleurer avec Patrice parce que on a échoué dans notre rôle d'information. C'est pas grave, on continue, on fait comme si de rien, on se relève, on remonte sur le vélo et c'est parti. On approche de la fin de l'émission, Patrice, c'est parce qu'il y a un match déjà ce soir, donc il faut pas louper le match. Patrice, c'est quoi alors? Elle me gêne un peu cette question parce que je m'apprêtais à te dire c'est quoi les orientations pour les années à venir. Alors, j'imagine que je t'aurais posé la question il y a un an, tu m'aurais dit quelque chose. Maintenant, là, avec la situation qui est là aujourd'hui, dont on ne connaît pas encore complètement le retentissement, on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Hein, est-ce qu'on va perdre beaucoup de salariés dans les entreprises? Est-ce qu'il va falloir... La dernière crise qu'on avait eue, par exemple, il y avait eu un enjeu énorme. C'est-à-dire que les entreprises avaient licencié en masse et en fait ce qui s'était passé derrière ces licenciements, c'était une perte de compétences qu'on n'a pas pu récupérer ensuite parce qu'une fois que quelqu'un est licencié, il cherche du taf, il cherche du boulot, soit il retrouve dans le même secteur, soit il ne retrouve pas. Et en fait l'enjeu, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était de se dire quand ça a repris, comment on fait pour retrouver ces compétences-là? Donc là, le monde de la formation a été mis au centre en disant est-ce qu'on peut former plus vite? Est-ce qu'il faut absolument passer des diplômes? Est-ce qu'on ne peut pas axer plus sur la professionnalisation, etc. Donc bien évidemment, je vais te demander quelles sont les orientations de l'AFPA. On a compris, le village AFPA, c'est une belle dynamique territoriale en plus, hein, c'est ça qui est intéressant, locale et territoriale. Quelles sont les grandes orientations, sous réserve bien évidemment que demain l'outil de formation participe pleinement à la relance et dans des domaines qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui? Alors je vais te répondre sur les orientations de l'AFPA de Limoges en tout cas. Avant je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la crise qu'on traverse, que nous traversons et que nous avons traversée en 2020. D'abord je veux profiter du micro pour remercier tous les collègues de l'AFPA parce que c'est vrai que l'année 2020 a été compliquée pour tout le monde, mais en ce qui concerne la formation professionnelle, et on a un peu parlé du contexte dans lequel nous accueillons les gens. Les 2 mois, d'abord les 2 mois de confinement, puis toute l'année, puis tout ce qui s'est passé, ça a été très très compliqué et je veux rendre hommage vraiment à tous mes collègues parce que on a laissé personne sur le bord de la route. On a eu des moments difficiles, hein, puisque par exemple à la fin du premier confinement, il a fallu trouver des solutions pour poursuivre un peu les parcours avant de certifier les gens. Et puis c'était un marasme, pas un marasme, un environnement anxiogène, c'est très compliqué. Donc les collègues ont tenu le choc, ils ont bien tenu la baraque comme on dit.
Et je voulais leur rendre cet hommage ce soir parce que c'est pas facile tous les jours, ça n'a pas été facile tous les jours. Et aujourd'hui, ils continuent à offrir toujours le même service aux personnes. Voilà. J'ai oublié d'ailleurs mon collègue Guillaume qui est animateur socio-éducatif, qui fait un gros boulot avec une association qui est une petite association 1901 de stagiaires sur Romanée Babylone et qui aujourd'hui il est fortement impacté parce que les activités nécessairement d'animation sont à l'arrêt. Donc on est en mode dégradé par rapport aux conditions sanitaires et malgré tout, tout le monde est encore très 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 mobilisé et encore merci aux collègues. Voilà. Alors ensuite, pour répondre à ta question sur les orientations, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est d'abord, et ce qu'on veut voir pour demain, c'est la mise à disposition et le renforcement de notre position par rapport, enfin notre position, notre rôle par rapport aux institutions publiques. Il est clair qu'on a un rôle à jouer d'apporteur de solutions à un tas de gens qui sont dans la panade aujourd'hui, qui ont besoin de solutions. Et puis la diversité de nos produits, de nos formations, j'en veux pour produits, la diversité de nos formations, la diversité de nos autres dispositifs. En général, on a des solutions à apporter aux gens. Le problème, c'est que ça peut être un peu complexe à percevoir de l'extérieur. Donc il ne faut pas hésiter à même solliciter le conseiller Pôle emploi pour prendre rendez-vous, pour venir voir ce que c'est que l'AFPA et que la formation qu'on peut imaginer. Hein, on parle beaucoup en acronyme, en sigle, donc ça rebute. Il faut venir sur le terrain, regarder l'atelier, voir de quoi ça cause. Donc la première chose, c'est un petit peu ça. Développer notre activité avec le conseil départemental également, parce qu'il peut y avoir des publics, des personnes qui sont un peu sous les radars. On évoquait le cas d'une personne tout à l'heure, hein, enfin c'est elle-même d'ailleurs qui évoquait son propre cas, qui est plus forcément suivie par un conseiller. Mais là aussi, il faut essayer de raccrocher au wagon et remonter sur un projet, et on peut l'y aider. Il faut qu'on poursuive et qu'on renforce nos partenariats. Je parlais d'AFPA Village, donc voilà, continuer dans ce sens-là, aller vers les quartiers prioritaires, aller vers les territoires ruraux, voilà, continuer vraiment à offrir des solutions à tout le monde, puisqu'on a des solutions et d'hébergement et de restauration, etc. Et puis aussi développer, pour terminer, notre activité avec les entreprises, parce que aujourd'hui c'est normal, il y a des besoins dans les entreprises, on a des solutions, et on a vocation aussi à ne pas perdre le fil, et même à se développer davantage auprès des entreprises. Voilà. Très bien. Et oui, alors moi je vais apporter mon petit grain de sel, bien sûr. Avant, je vais lire le commentaire. C'est vrai, Sylvia, que lorsqu'on a parlé d'équivalence, l'idée c'était pas de dire que l'équivalence donne un diplôme ou donne un droit à un diplôme. Non, l'équivalence donne un niveau qui permet de s'engager dans une formation, quoi. Voilà, c'est juste mettre dessus. Par contre, effectivement, l'équivalence permet de rentrer en formation sur le niveau supérieur, c'est vrai, un peu comme une VAP pour reprendre ses études. C'est vrai que c'est intéressant aussi de positionner la VAP. Alors moi, ce que je voulais dire là aussi, c'est pareil, mais c'est parce que j'ai un peu décroché, donc peut-être que je suis un peu en retard. Ce que je trouve intéressant dans ce que je viens d'entendre, dans les activités de l'AFPA, dans les orientations de l'AFPA, c'est que moi j'ai quitté un peu le monde de la formation où l'AFPA, je vais le dire, c'est vrai, était un peu dans une période de mue, dans une période de fragilité, parce qu'on était passé d'une position qui était extrêmement importante en termes de service public de l'emploi, puis à un moment donné, pour des raisons X, Y ou Z, on a dit à l'AFPA, écoutez, on va faire un peu différemment maintenant. On a un peu, le mot c'est peut-être pas celui-là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais un peu dit à l'AFPA maintenant, il va falloir bosser comme si vous étiez privé, complètement privé. Et j'ai assisté moi à toute cette phase-là où effectivement il y a des moyens à gérer qui sont énormes à l'AFPA, des locaux énormes, des personnels. Enfin, moi, je me rappelle de mon temps, c'était le rêve de bosser à l'AFPA. On voulait tous bosser à l'AFPA, hein, parce que en plus, il y avait une identité qui était forte. Et puis, il a fallu casser certaines choses, les remettre en place. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans la réaction à cette période-là, mais on est bel et bien dans une construction. Voilà, on se reprojette dans une nouvelle identité. On continue le cœur de métier, mais on a un rôle social, on a un rôle sociétal, on a un rôle territorial. Et j'espère, en tout cas en tant que citoyen,
que cette approche va perdurer. Est-ce que tu sens ça aussi ou... Ah, regarde, voilà. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. L'AFPA, effectivement, est passée par une phase, après avoir eu des financements d'État pendant des décennies, à quelque chose de totalement nouveau pour elle. L'environnement a vraiment bouleversé la machine dans les années 2000. Aujourd'hui, l'AFPA est vraiment partie sur des rails qui sont clairs. Bon, j'espère avoir été à peu près clair. Et je confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons vraiment vocation à renforcer ce que j'ai essayé de vous décrire. Et toujours pareil, hein, le maître mot chez nous, ça va être trouver une solution à une personne dans le cadre d'un collectif, parce qu'évidemment nous sommes sur des collectifs de travail, hein, des groupes de travail, mais c'est vraiment la personne qui est au cœur du dispositif. Très bien, allez, ça va être les avant-derniers mots, hein, parce que là, ça fait 1h15 qu'on est là. Ben oui, il m'avait dit, ça dure combien de temps? Mais j'ai dit, tu verras, on parle, on bavasse. La dernière question, je la pose à tout le monde. Donc, tous les matins, tu te lèves, tu mets ton costume, tout est prêt, tu vas à l'AFPA, tu dis bonjour à tout le monde, tu prends des décisions, tu as des réunions, des machins, tout. Ok, là, le soir, tu rentres, et bim. Là, tu es Patrice Ozemri, le citoyen. Comment Patrice Ozemri, le citoyen, vit la période de Covid? Qu'est-ce que toi, ça t'inspire en ce moment? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as été touché de près, de loin? Est-ce que tu en as marre du masque? Moi, j'en ai marre du masque. Est-ce que tu en as marre de ne pas pouvoir aller faire tes courses? Est-ce que tu es philosophe? Allez, en quelques mots, comment le citoyen Patrice Ozemri vit la Covid? À titre personnel, je pense que je fais un peu comme toi, je n'ai pas arrêté de travailler. Oui, il y a de la lassitude. Oui, il y a de la lassitude, on en a marre. On arrive quand même à vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis proches qui, depuis des années, voilà, il y a le soutien de ses amis, de la famille, des enfants, etc. Tout est toujours là, mais c'est vrai que la vie est plus compliquée. On a hâte d'être vacciné. Voilà, allez, c'est la fin là, c'est la fin, je vais pouvoir laisser partir manger les personnes qui regardent. Je vous remercie une fois de plus. Bien sûr, Patrice, je te remercie énormément. J'ai appris beaucoup de choses, moi, concrètement, de l'AFPA. On le dira jamais assez. Si vous posez des questions, allez voir les gens, allez poser des questions, allez à l'AFPA, à Limoges, à Brive, partout, il y en a partout des AFPA. Posez des questions, les gens sont là pour vous aider, sont là pour vous accompagner. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission et par contre je vous donne rendez-vous demain à 18h45. Alors si vous voulez, je reçois tous, hein, j'ai de la chance, dès que je les appelle ils me disent qu'ils viennent. Demain c'est le maire de Limoges, Émile Roger Lomberti. Alors, et pourquoi c'est sympa de recevoir le maire? Ben déjà parce que c'est le maire, ouais, comme ça j'ai l'impression d'être malin ou d'être intelligent ou d'être important parce que le maire m'a dit oui. Et puis parce que c'est un personnage, le maire de Limoges. Moi, je vais lui demander hein, s'il en a pas un peu marre, là, c'est la deuxième mandature, il n'y a que des problèmes à gérer. Et puis, je veux lui demander aussi comment il fait avec ses équipes pour donner du peps à cette ville de Limoges. Sylvia, tiens, je ne sais pas si vous connaissez Limoges, Sylvia, mais il faut venir à Limoges. Limoges est une belle ville où il y fait bon vivre et où, contrairement à ce que pensent encore certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui se placent d'un point de vue économique. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir le maire, c'est demain dans mon bureau, dans mon salon à 18h45 sur emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Je vais finir comme d'habitude en vous disant que si vous cherchez du boulot, si vous cherchez une formation, si vous recrutez, vous allez sur mon site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Il y a toutes ces informations qui sont là. La bonne nouvelle, c'est que pour les employeurs, pour les centres de formation, pour les candidats, tout est gratuit. Honnêtement, je ne pouvais pas faire mieux. Profitez-en, ça ne va pas durer. Hein, parce qu'il faut quand même que je paye le gars qui fait le site. Je salue Mimoun, sans lui, je ne serais rien. Et puis, je vous invite aussi, toutes et tous, à aller sur le site. Là aussi, alors je n'ai pas dit, il y a une CVTech hein, qui est gratuite sur le site. Tous les employeurs peuvent y aller. Plus de 60 000 visites l'année dernière, hein, donc ça veut dire que ça intéresse. Je vous invite aussi à aller découvrir les vidéos sur la vidéothèque du site parce que ben, c'est là où je pose toutes les vidéos de mes collaborations avec Seth à Limoges notamment. Et c'est toujours très sympa. Chaque semaine, je présente un acteur de l'économie locale. Et ben, ça donne un coup de projecteur et puis c'est sympa.
Et la bonne nouvelle, on va terminer là-dessus. Sylvie Pénaud connaît Limoges. Donc Sylvie, la prochaine fois que vous venez à Limoges, vous m'appelez, vous me contactez et on va boire un coup, même si on n'a pas le droit. Qu'est-ce que vous dites ? Allez, à la semaine prochaine, à demain soir, 18h45 dans mon salon. Merci Patrice. Merci Bruno.